parlera après, ouais, parce qu'on a. Garde-le, c'est très bon. Garde-le, on va en parler juste après, parce que Kaji, il est jusqu'à 30 là. Ouais, il va avoir 10 minutes avec nous. Ah ouais, ok. Et après, on rebondira sur ça Sur les juste gestions, après, c'est quand on aura le temps. important. Résume-nous le 11 septembre en 10 minutes. Parce que on reçoit Kaji. Ça va être compliqué, on est Salut d'accord. Kaji, je sais Bonsoir plus à dans tous. quel numéro on avait fait l'article donc, où tu avais Sur collaboré. Judy Wood. Ah non. Avec Judy Wood entre autres. En tout cas, tu es un des spécialistes de ce sujet. Autre propagande, autre narratif et autre manipulation sur 11 septembre qu'on pensait connaître si bien. Et finalement, on n'arrête pas de découvrir beaucoup d'anomalies. Et il propose une conférence dans une semaine, je crois. Alors, Génial. effectivement, est-ce que déjà tu peux nous en parler de cette conférence? Où est-ce qu'elle se déroule? Bonsoir à tous donc. Hey. Elle se déroule dans Paris. Voilà. Est-ce- Euh, Sommes-nous confirme pas invités? de- Sommes-nous invités? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends. Sommes-nous invités? Ah bah tu sais très bien que je t'ai invité, mais t'as autre chose à faire Moi, je suis le pas là. vendredi à 18h. Je crois on va être en concurrence, tu vois. Voilà, donc tu auras par exemple, Au Bon Tweet pourra pas t'écouter parce qu'il sera avec moi super. pour cette conférence-là, par exemple. Donc c'est à Paris. On est complet. Enfin, il reste plus beaucoup Bon. de place. Alors j'allais dire Donc, pour ça, ceux c'est qui top. veulent y aller, mais c'est fini, c'est trop tard. Voilà. Non, mais après on laisse les inscriptions encore ouvertes. Où est-ce que les gens Euh, peuvent s'inscrire s'ils veulent, là, ceux qui nous écoutent? Au pire, mettez le mail que je vous avais envoyé. Je peux pas faire de partage d'écran, c'est ça? J'ai pas d'accès. Alors si tu peux. Si, apparemment. Je Et pense Marc que Claude tu a peux. désactivé le partage d'écran. Alors Lazare, apparemment, le partage d'écran était désactivé. Comme ça, je pourrais montrer. Envoie-moi les. Je vais l'afficher. Je vais essayer de l'afficher sinon. Ah, bah je sais pas, apparemment. Est-ce que le partage d'écran est. Ouais, c'est les aléas du direct. Ouais, sinon. T'arrives pas à partager? Je vous montrerai. Au pire, si ça se débloque, on pourra en Bon. reparler. Et le sujet, c'est sur donc là. Je sais que c'est un sujet en plus qui t'intéresse, Marc, parce que tu en parles souvent quand ça parle du 11 septembre. Comme le sujet est très large. Et l'un des sujets, il y a ce qu'on appelle la programmation prédictive, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour préparer les esprits à ce qui se Passionnant. passe. Alors qu'est-ce qui a été Et mis c'est en. quelque chose. C'est-à-dire, Ouais. quand tu parles de mise en place de choses, c'est-à-dire, c'est programmation, par quoi? Par quel biais? Eh bien, ça peut être énormément de différentes façons. Ça peut être par exemple dans les films, dans les séries télé, dans les dessins animés, les chansons, les livres, les jeux vidéo, etc. Plein de choses qui vont être engrammées. En fait, c'est une forme subtile de conditionnement psychologique pour informer le public des changements sociétaux planifiés à mettre en œuvre par les dirigeants. Et au moment où ces changements vont être mis en place, en fait, le public il s'est déjà familiarisé avec ça. Et il va les accepter comme si c'était une progression naturelle. Et ça va diminuer en fait la résistance des gens si on les avait pas prévenus. À la réalité qui advient. Donc c'est-à-dire que toi, t'as retrouvé des archives de films, de contenus où il y a des espèces d'indices, de choses comme ça qui. Parce que j'ai vu des gens qui vont décrypter, par exemple dans le film Retour vers le futur. Voilà, c'est le plus connu. On voit des choses, c'est vrai, c'est assez bluffant. Quand tu Et- les mets bout à bout. Et t'as pas tout vu. Et Ouais. j'en profite pour faire de la pub. Il y a Sylvain Tristan qui sera sur la chaîne de Jérémy Mercier en juillet prochain pour faire à l'occasion de l'anniversaire, je sais plus ça doit être les 40 ans du premier volet sur Retour à le futur. Il va faire une soirée spéciale programmation prédictive sur la trilogie. Voilà. Après, on parle beaucoup de Retour vers le futur, mais il faut aussi imaginer ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a en fait énormément de films, en fait, même des navets qui programment cet événement-là. Genre En quoi? fait, Un exemple? je sais pas, il y a des films, j'en ai répertorié une soixantaine, alors je présente Ah oui. surtout des films que tout le monde connaît, mais je sais que par exemple Sylvain Tristan, il a regardé un film comme ça, sans histoire, et dedans il y avait le codage encore du 11 septembre. Et ce n'est que en lien avec tout ce qui est sur Hollywood, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce codage par exemple dans des films espagnols, même dans des films français, dans des films japonais, c'est vraiment propre à Hollywood, on retrouve ce codage. Là je regarde ma liste, mais j'ai que des films super connus. Si, il y a un film, je sais pas si les gens le connaissent, mais il s'appelle Naked qui est sorti en 93. Dedans, il y a du codage du 11 septembre. Il y a Working Girl qui est avec Sigourney Weaver et puis Harrison Ford, je crois. Voilà, en fait, il y en a plein. Il y en a énormément. Et l'idée de ces films-là, c'est de préparer justement les gens à certaines choses pour qu'au moment où ça arrive, les gens ne se posent pas de questions. Et l'exemple, par exemple, du 11 septembre, c'est de préparer les gens à ne pas être choqués que des avions puissent arriver à une vitesse pareille, en plein dans New York, et rentrer comme dans du beurre dans des bâtiments. Normalement, n'importe quel ingénieur en aéronautique, vous prenez les gens d'Airbus, de Boeing,
Vous leur racontez ça, vous dites pas que c'est le 11 septembre, vous lui racontez la vitesse des avions, à quelle altitude ils sont. Ils vous regardent avec de grands yeux en disant n'importe quoi, c'est impossible. Je ne parle même pas du Pentagone, l'avion en rase-motte, c'est une catastrophe. À aucun puis, moment ça peut le faire. Un trou de 20 mètres d'envergure alors que l'avion en fait 65. Voilà, et puis il est beaucoup trop proche du sol, donc il y a des phénomènes physiques qui font que l'avion n'aurait jamais pu garder cette vitesse-là. Et donc en fait, on a préparé les gens à se dire c'est normal que des avions puissent rentrer comme ça, comme dans du beurre. Donc on va se retrouver avec énormément de films qui montrent des avions rentrer dans des bâtiments. Comme si c'était normal, alors que c'est pas normal. Voilà. Et je fais aussi le Covid-19 parce que voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais pourquoi tu t'intéresses au 11 septembre, c'est du passé, entre-temps on a pris cher, on a vécu d'autres opérations psychologiques. Tout à fait, on est complètement d'accord. Mais ce que je voulais en fait faire, c'est en décryptant le 11 septembre en profondeur, c'était de donner des billes pour décrypter les opérations psychologiques suivantes. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour faire après aussi le Covid-19 pour montrer que finalement, les deux événements les plus codés dans les films, dans la culture en général, c'est le 11 septembre et le Covid-19. Je fais le rapprochement entre les deux. Et beaucoup de films qui codent le 11 septembre codent aussi le Covid-19. Donc, comment vous codez le Covid-19 ? C'est que, par exemple, vous allez rendre ça normal dans la tête des gens que s'il y a une pandémie, la seule solution possible, c'est le vaccin. Miracle. Il n'y a rien d'autre. C'est impossible qu'il y ait des traitements précoces, etc., etc. Et l'un des meilleurs films qui code, je pense que les gens l'ont en tête, c'est Contagion, bien sûr, le film Contagion qui était sorti. Vous avez carrément même le scénario qui vous dit que le patient zéro, il a été même contaminé par une chauve-souris. Donc vous avez carrément le narratif qui est proposé, qu'on a pu rencontrer dans le cas du Covid-19. Donc on vous prépare à ça, on vous prépare aussi aux lanceurs d'alerte qu'il faut disculper, qu'il faut discréditer, etc. Voilà. Alors, ce que je l'ai retrouvé du coup, c'est dans ce numéro que tu as pu être interviewé par Akina, donc le numéro 154. 11 septembre, une attaque sur notre conscience. Voilà, il y a l'interview du coup pour expliquer aussi les travaux de Judy Wood autour du 11 septembre. Voilà. En fait, dans le numéro 152. J'ai un peu de rab, les gars, si on peut discuter un petit peu, vous inquiétez pas, j'ai réussi à me libérer un petit peu plus. De toute façon, je vous dirai si je dois partir. Ouais, parle-nous des sujets, parce que là, tu parles de l'aspect culturel, mais donc toi, tu es un ingénieur de base, et quand tu me parlais de l'aspect vraiment concret de l'affaire, tu disais qu'il y avait des failles. Parce que là, bon, tous les trucs culturels, ça pourra jamais trop être prouvé, je suis d'accord avec toi sur pas mal de trucs, mais on est parle-nous du concret sur l'affaire. Comme on faisait Nexus refait l'actu, c'était la conférence sur la programmation prédictive. Oui. Mais effectivement, si on revient sur l'aspect scientifique, effectivement, il y a plein de manquements. Alors, la version officielle, on sait qu'il y a plein de manquements, mais même dans la version de ceux qui se sont posés des questions et qui sont partis sur des théories avec des explosifs, etc., on se rend compte que ça ne tient pas non plus la route. Et donc, c'est tout le travail qu'a fait Judy Wood. Donc, tout à l'heure, c'est vrai que Marc disait, on découvre des choses. En fait, non, on redécouvre des choses. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai ressorti depuis 2 ans, c'est des choses qui existent en fait depuis 2011. C'est juste que, comme je l'expliquais dans le numéro qu'a montré Marc Daoud, il y a eu une invisibilisation des travaux de Judy Wood. C'est-à-dire on va dire que quand elle a sorti son livre, il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà promu des théories et les gens s'étaient naturellement accrochés à une théorie. On sait que c'est difficile de se séparer d'une croyance qu'on a eue quand on a eu ces certitudes. C'est assez violent. Moi, je vois ceux qui ont du mal avec les travaux de Judy Wood, c'est surtout des gens qui ont beaucoup de certitudes, qui sont persuadés que le 11 septembre, il n'y avait plus rien à dire. Et là, ils voient quelqu'un arriver en leur disant bon, en fait, il y a un problème. Si vous voulez des bombes, on n'entend pas les détonations. L'impact sismique ne correspond pas. Il n'y a pas assez de débris. Il n'y a pas de dégâts il y a presque pas de dégâts sur les bâtiments à côté. La baignoire, le World Trade Center est construit dans une baignoire. Vous avez l'Hudson à côté. La baignoire est hyper fragile, c'est-à-dire que des moindres vibrations pourraient la faire sauter. Et là, on est en train de vous dire que non, ils auraient piégé les bâtiments avec des explosifs. Il n'y a rien qui tient la route. Et surtout, ce qui tient la route, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'autres phénomènes qui n'ont pas été justement explorés. Et c'est plutôt des phénomènes énergétiques, d'où la conclusion de Judy Wood, qui n'est pas une théorie, qui est de dire qu'il y a bien eu l'utilisation d'une technologie à énergie dirigée. Mais d'ailleurs, comme tu disais, c'est dans le numéro 152 aussi de mai-juin 2024, où on avait parlé de la théorie de Judy Wood, donc où sont passées les tours. C'était dans ce numéro-là. Et c'est à suite de ce gros dossier qu'on a approfondi avec toi dans le numéro 154, donc 2 numéros après. Et c'était un très bon travail qui a été fait dans le 152, où en fait la personne a très bien résumé la conférence qui a été diffusée par Jeanne Traduction. C'était Maxence Laillé. Oui. Charles Maxence Laillé, qui a écrit avec une autre personne, effectivement. Et voilà. Et nous, on a voulu après avec Akina faire un complément
sur certains éléments, mais c'était très bien. Et rien que ça, déjà, on se rend compte dans ce numéro-là, la quantité d'informations qui arrivent et que certains avaient mis de côté, ne connaissaient pas. Parce que les collectifs qui s'étaient mis en place à l'époque pour traiter de ce sujet-là l'ont aussi mis de côté. En fait, il y a des choses que certains collectifs ne veulent pas en entendre parler. Alors, c'est soit parce qu'ils ne le savaient pas, soit il y a clairement des gens qui sont maintenant en place pour contrôler l'information, pour empêcher les gens d'aller au tribunal, pour empêcher les gens d'accéder à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus édifiant dans la théorie de Judy Wood? C'est quoi Attends, parce que tout à l'heure, vous avez déjà, pour quelqu'un, parce que vous y connaissez très bien tous les deux. Moi, j'ai jamais entendu parler d'armes à énergie dirigée. Donc, du coup, peut-être déjà commencer par expliquer ça au public, ceux qui connaissent pas, quoi. C'est très simple. Comme dirait Judy Wood, les gens ils font c'est une théorie. Non, c'est pas une théorie, parce que vous allez voir la définition qu'elle applique et je vais utiliser exactement la même. Il y a de l'énergie qui a été utilisée ce jour-là. Elle a été dirigée, et comme elle a servi à tuer des gens, on appelle ça une arme. C'est une arme à énergie dirigée. C'est très simple. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est comme un... C'est des armes... Laser, le type d'arme qui a été utilisé ce jour-là, ce sont des armes électromagnétiques. D'accord. Voilà. C'est des fréquences qui ont été appliquées, des fortes fréquences qui ont été appliquées pour, pas désintégrer, mais pour poussiériser la matière. Plus la matière était dense, plus elle a été sensible à cela. Donc par exemple, on ne retrouve aucun cabinet de toilette. Vous avez bien il y avait bien des toilettes dans le World Trade Center. Il fallait bien qu'on gère 50 000 personnes pour chaque tour par jour entre les touristes et les employés. Il faut bien aller aux toilettes. Et on ne retrouve aucun évier, aucun cabinet dans les débris. Vous avez le marbre qui a disparu, vous avez le verre qui a disparu, vous avez le WTC7 que tout le monde voit tomber en démolition contre-conventionnelle. Il faut savoir, le troisième bâtiment. Vous n'avez pas de traces d'acier dans les débris. Alors qu'il y en avait. Ça, où est-ce que tu sais? Où est-ce qu'on peut aller voir? Comment tu en es venu à ces... En fait, vous avez des infos dans les rapports officiels. En fait, c'est tout. Vous avez des infos dans les rapports officiels. C'est juste qu'en fait, parfois, elles sont mal interprétées derrière. D'ailleurs, qui s'est occupé de déblayer, de récupérer les débris et où est-ce qu'ils ont été Alors, ça j'en parle en conférence. En fait, ce qui se passait tout à l'heure, Romain disait, ouais, vous y connaissez, mais qu'est-ce qui peut être marquant dans cette histoire-là? Et quelque chose qui ressort des conférences que j'ai faites, les personnes, ce qui les a le plus choquées, c'est l'absence de débris. En fait, le manque de débris. C'est-à-dire que ça soit une démolition, on va dire en pancake, c'est-à-dire que les étages tomberaient l'un sur l'autre, comme la version officielle le dit, ou les explosions, on devrait avoir au sol une quantité assez importante de débris. Oui. Or, le lendemain, même les médias mainstream s'étonne, on est le 12 septembre 2001, et il y a un journaliste qui dit « Où sont les débris ?» Il le dit. On ne comprend pas, ils sont comme évaporés. Donc vous allez avoir deux pistes qui vont être proposées aux gens, pour bien sûr avoir des os à ronger. On va vous sortir, dans un premier temps, les débris ont été envoyés rapidement en Chine. Alors envoyés dans une décharge et rapidement en Chine. Mais ça c'est faux, puisqu'on a des photos du jour même où on voit que déjà Ground Zero s'appelle Ground Zero, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débris. Et donc la deuxième piste, parce que ça ne marchait pas, de dire que c'est parti en Chine, etc. On ne peut pas envoyer en Chine du jour au lendemain des millions de débris. C'était de dire, en fait, les débris, vous ne les voyez pas, mais ils sont dans les sous-sols. Oui, j'avais entendu ça. Ouais. Voilà, on va regarder les sous-sols. Et c'est ce qu'a fait Judy Wood. Elle a regardé les sous-sols. Dans son livre, il y a des photos. On voit bien que les sous-sols, en dessous, il y avait un centre commercial en dessous des tours jumelles. Il est quasi intact. On peut se balader. Il y a quelques débris, bien sûr, mais on ne remplit pas tous les sous-sols avec les débris. Et surtout l'impact sismique, c'est-à-dire si vous remplissez tout ça, vous faites ça se voit au niveau d'un signal sismique. Et là, en fait, vous voyez que les tours jumelles, on voit bien qu'il manque de la matière, puisqu'au moment du choc, ça ne correspond pas, si vous voulez, à l'énergie potentielle, à toute la masse à quoi correspondaient ces tours-là. Vous voyez? Et c'est des tours qui faisaient 400 mètres de haut, et la montagne de débris à Ground Zero ne dépassait pas le lobby qui fait quelques étages. Vous avez des bâtiments à côté qui faisaient 8 étages, les débris des tours jumelles font moins. C'est ça qu'a fait dire aux gens, on nous ment, les débris ont déjà été envoyés en Chine, mais ça je vous dis c'est impossible, c'est impossible, on le voit avec les images le jour même que c'est pas possible. Et le deuxième, c'est le coup des sous-sols, ça marche pas. Donc c'est ça, la dissimulation qu'il y a eu, c'est sur les débris. Et c'est ça qui est parti en poussière. Mais rien que ça, c'est un truc de dingue, comme tu viens de l'évoquer, que ça a été recyclé directement en Chine avant étude. Ils se sont empressés d'envoyer les débris en Chine. C'est ce qui a été dit. Ouais. C'est ce qui a été dit, mais c'est pas vrai. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui ont été envoyés pour faire joli, mais ça n'explique pas les centaines de milliers de tonnes qui ont disparu. Mais justement, après, ce qu'il est resté, disparu comment par l'utilisation de ces armes et la poussiérisation que ça a c'est ça qui est dit, c'est que c'est devenu de la poussière. Même Sylvie, regarde des images. En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu voir parce que justement, comme notre esprit a été, on va dire, hacké par certaines programmations,
on a oublié de regarder les images et de voir ce qu'il y avait à regarder. Je vous invite vraiment à re-regarder la tour nord quand elle s'effondre. L'effondrement commence par le haut, ce qui fout en l'air tout ce qui est explosion par les bombes par en dessous. Elle commence à se faire grignoter par le haut et elle part en poussière. Vous avez d'abord les colonnes extérieures qui vont descendre en chute libre, donc en 9-10 secondes, on n'a plus rien. Et si vous mettez pause, et c'est ça que les gens n'ont peut-être pas vu, c'est que si vous mettez pause, sur les 2 tours, vous voyez encore les colonnes de cœur qui sont encore debout. Ce qui montre que les tours ont été détruites en 2 temps. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait disparaître, poussiériser l'extérieur qui était un peu moins dense, et pour les colonnes du cœur qui peut-être nécessitaient un peu plus d'énergie parce qu'elles étaient très denses, ça disparaît dans un 2e temps. Et c'est ça, le phénomène de poussiérisation se voit très bien sur la tour nord, puisque elle, on la voit rester debout, la flèche, la fameuse flèche, comme on dit, alors c'est pas la flèche de Notre-Dame, mais on a une flèche qui reste debout pendant quelques secondes, qui fait plus de 200 mètres, ou 180 mètres, je crois, et on la voit partir en poussière sous nos yeux. Et on la retrouve pas au sol, c'est-à-dire qu'au sol il y en a qui ont dit mais si, mais on a retrouvé cette grosse flèche, on l'a retrouvée. Non, il n'y a rien dans les débris. Il y a plusieurs personnes au Akaji, parce que c'est vrai que du coup toi tu gardes l'anonymat. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux on l'a dit, c'est un ingénieur qui fait des conférences. Voilà, je suis un ingénieur dans l'énergie, j'ai un doctorat en chimie physique. Et voilà, je me suis intéressé, pour la petite histoire, m'étais un petit peu présenté dans le Nexus. En fait, moi, je me suis, on va dire, un peu réveillé avec le Covid-19, on va dire. Et je me suis vraiment intéressé à plein de sujets. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de regarder un sujet qui intéresse tout le monde. Tout le monde en parle. Au bon tweet, il dit que c'est le 11 septembre qui l'a réveillé. Mais il y en a plein, c'est vraiment un déclic le 11 septembre. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce sujet-là. Donc j'ai commencé par des documentaires très connus, celui de Massimo Mazzucco, 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor, de 4h40. Je suis tombé des nues en voyant ça, je me suis dit, waouh. Et d'un seul coup, voilà, en creusant un peu plus, je suis tombé sur Judy Wood qui apportait pratiquement la totalité des réponses de ce qui était dissimulé un peu partout. Est-ce que tu as été en contact avec Judy Wood ? J'ai essayé, mais elle m'a jamais répondu. Je suis en contact avec des gens qui l'ont en contact, mais elle est très discrète. Pour elle, elle a fait le boulot et elle a perdu beaucoup. Elle a perdu elle a un de ses doctorants qui s'est fait assassiner. Il a pris 2 balles dans la tête. Il est en train de travailler sur les armes à énergie dirigée. Il a été tué en 2007. Ouais. Il est jamais revenu. Il a pris 2 balles dans la tête. Il y en a qui pensent qu'il y a une tuerie à Clemson, en Virginie, en 2012. Et il y en a qui pensent que c'était une tuerie organisée pour la menacer parce qu'elle venait de sortir son livre. Et elle a des collaborateurs qui sont morts aussi ce jour-là. Vous voyez, des fois, on entend des histoires de tueries comme quoi, oui, ça sert parce qu'ils veulent empêcher les Américains d'être armés, donc ils organisent des tueries, il y a des MK Ultra, etc. Oui, mais vous avez aussi peut-être d'autres possibilités aussi. Des fois, on veut peut-être éliminer des témoins gênants ou faire un peu peur, et donc on organise comme ça des opérations psychologiques. Donc c'est qu'une théorie, c'est peut-être pas le coup, c'est peut-être pas ça. Mais elle a été très menacée, elle a dû éditer son livre un peu partout dans le monde parce que elle était menacée. Mais comme elle est arrivée après la guerre et elle a été très invisibilisée, en fait, les gens ne savaient pas tout ça, quoi. Donc il y en a plein même qui disent mais qu'est-ce que c'est qu'il raconte lui, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, parce que son ouvrage il a pas été traduit en français, hein, je crois. Alors il y a une version française qui circule sur les réseaux. Mais elle est pas officielle. Je sais qu'il y a Patrick Pazin avec qui je suis en lien, qui aimerait, il aimerait bien avoir l'accord de Judy Wood parce qu'il aimerait bien en faire ça. Donc je l'ai pas eu, donc pour l'instant on le fait pas. Après Patrick m'a dit t'as qu'à faire ton livre, comme ça je m'occupe de toi, au moins t'as qu'à. D'où le fait que tu fasses des conférences, que tu essaies un peu de vulgariser le travail qu'elle a fait. Ouais, voilà, pour l'instant c'est ça, je suis dans l'optique je transmets des connaissances. J'avais envie de continuer en faisant la programmation prédictive. J'ai fait pas mal sur le quoi. J'ai fait le quoi et le comment, c'est-à-dire quoi, que s'est-il passé, comment ça s'est passé. Et après, la programmation prédictive donne un peu des billes sur le qui finalement. Parce qu'on se rend compte que si ça fait des décennies qu'on envisage de faire ça, on se dit que les personnes qui sont derrière ça, c'est pas Tartampion, quoi. Tu penses que c'est des gens proches du complexe militaro-industriel américain Regarde les technologies qui ont été utilisées ce jour-là. Tu as des armes à énergie dirigées dont personne n'a entendu parler. À la part là, on n'arrête pas d'entendre parler parce qu'on dit que maintenant, dès qu'il y a un incendie quelque part, tout le monde parle des armes à énergie dirigée. Mais les gens oublient que dès 2001, il y en avait. Et on a vu la puissance qu'elles ont pu dégager. Et les projections, les avions étaient des projections volumétriques. Peu importe que certains ont encore du mal avec ça, mais c'est la seule possibilité possible. Imagine, ils ont fait un Blue Beam en 2001. Donc bien sûr que c'est le complexe militaro-industriel derrière tout ça.
Bien sûr. Et c'est ça la grosse dissimulation, c'est de nous emmener dans des raisonnements un peu prémâchés pour qu'on n'aille pas plus loin et de regarder ces technologies-là. Parce que comme le dit Judy Wood à la fin de son livre, la mauvaise nouvelle, c'est effectivement ces armes, elles sont dans de mauvaises mains et ils peuvent faire vraiment du mal au peuple et même à la planète. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces armes, elles existent et que si elles repartent dans le civil, ça change la thématique de l'énergie. C'est pour ça aussi que son travail il a été invisibilisé. C'est qu'elle est très dangereuse sur le point de vue de l'énergie. Hein. Et Kaji, d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est en fait à chaque fois, quand il y a des affaires comme cela, on essaie toujours un petit peu de comprendre le pourquoi du comment avant même de se poser la question à qui profite le crime. Et là, vous parlez du CMI, le complexe militaro-industriel. Effectivement, si ce seraient des armes, il serait en question. Ce qui est en tout cas clair et net, c'est que grâce aux chutes du 11 septembre, à qui profite le crime, le CMI s'est fait des en or. Parce que du coup, derrière, bizarrement, le gouvernement américain, on le sait tous, hein, ça c'est rien de complotiste, ça a servi, ça sert encore aujourd'hui pour les plans Vigipirate, mais aussi pour le va-t-en-guérisme au Moyen-Orient. Directement, ils partent en guerre en Irak, où bizarrement, le vice-président de l'époque, Dick Cheney, était quelqu'un qui venait de se goinfrer sur le pétrole pendant 10 ans, et passe vice-président derrière Bush, où en fait, il tire les manettes, et il pousse pour un va-t-en-guérisme en Irak, alors que d'ailleurs, Poutine, à l'époque, lui proposait de l'aide pour contrôler le Moyen-Orient. Mais en fait, non, ils en avaient rien à faire, les États-Unis sont allés directement dire, non, après, avec les armes de destruction massive et tout cela. Donc, en fait, à qui profite le crime, parce que ça, y a pas, quand on dit les Américains, ça veut rien dire. C'est le complexe militaro-industriel qui, grâce à ce on va en guerre, lui a vendu des armes. Donc ça, c'est fascinant. Et ce qui est intéressant, moi, la question que je me posais, parce que moi, je ne suis pas calé sur le sujet comme vous. Moi, je ne m'y intéressais pas du tout avant. Je m'y intéresse beaucoup avec vous là. Et donc, moi, je me suis demandé, mais ça me paraissait bizarre. C'est quand même... C'était le carrefour de la finance, New York, à ce moment-là. Donc, le World Trade Center, c'était pourquoi détruire les tours ? Et alors, il y a la raison, donc déjà, de base, en fait, c'était un gouffre, ce truc-là. Parce qu'en fait, créé dans les années 60, c'était rempli d'amiante. Ils devaient désamianter, voilà, c'est très compliqué. Ceux qui connaissent le sujet, moi, je ne suis pas à votre niveau. Le patron... mais ça représentait... ça coûtait plus cher que les tours de le désamianter. Oui. Et le patron des tours horrible. du World Trade Center a signé une assurance quelques mois avant pour toucher 2 fois la mise en cas d'accident terroriste. Oui, ils avaient même parié au niveau sur le marché contre le truc. Après, il y avait des délits d'initiés qui ont été effectués. Vous avez des délits d'initiés, vous avez 2 compagnies aériennes qui étaient concernées. Comme par hasard, c'est les 2 compagnies aériennes concernées par des détournements d'avions. Voilà, donc vous avez United Airlines et American Airlines où il y a des délits d'initiés à la bourse. Vous avez aussi des entreprises de construction, je crois, qui ont été aussi... En fait, ce qui se passe, c'est que, comme a dit... Romain, alors je suis d'accord avec toi Romain que c'est super important à qui profite le crime, mais avant d'en arriver ça, il faut déjà regarder le crime en fait, parce que si tu regardes pas la puissance de frappe du crime, tu vas oublier des responsables en fait. Il y a de grandes chances de passer à côté de certains responsables. Tu vois, c'est-à-dire que à qui profite le crime si tout de suite on va trop vite, on pense tout de suite aux propriétaires des tours, effectivement, hein, parce qu'il s'est quand même fait plaisir. En plus, ça a été vite torché. Je vous invite à tenter d'arnaquer votre assureur auto de la même façon. Je pense que vous allez avoir des problèmes. C'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une grosse enquête contre vous et tout, alors que là, comme a dit tout à l'heure Marc, oui, il a gagné 2 fois la mise. Et puis surtout le timing, il est exceptionnel. Hein. Il a vraiment changé la police. Il les a achetés en avril 2001 et il a changé la police en juillet. Donc on est 6 semaines avant et il a voilà. Vous avez ça rentre dans la. Alors je l'ai pas mis dans la programmation prédictive, mais vous avez quand même des faisceaux qui vous montrent que bon, il y a des gens qui savaient, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant puisque les tours. Tant mieux aussi, c'est qu'il y a eu que entre guillemets 3000 morts. Alors sur le jour même, parce qu'en fait il y en a plein d'autres qui sont en train de mourir de cancer. Pas à cause de l'irradiation comme peuvent penser certains qui ont pensé qu'il y avait des bombes nucléaires. Ils sont en train de... voilà, exactement, Marc. La poussière, elle était à l'échelle nanométrique. Il y en a qui ont mordu la poussière, comme dirait Queen, comme je le répète en conférence, Another One Bites the Dust. Ils ont vraiment mordu la poussière et ils ont eu ça à l'intérieur d'eux. Et la poussière, elle a continué de se désintégrer puisqu'elle avait de l'énergie. On a eu de la dissociation moléculaire. On a des gens qui ont fait des thromboses beaucoup plus tard. Ils ont eu des thromboses puisque la poussière continuait de se diviser et donc casser les faisceaux. Donc il faut vraiment essayer d'abord bien étudier tout le crime pour ne oublier personne, et après à qui profite le crime, on se rend compte qu'il y a tellement de gens qui savaient, parce que les tours étaient vides en fait, c'est ça, il y a eu que 3000 morts parce qu'il y a énormément de gens qui savaient qu'il fallait pas se rendre là-bas.
voyez, Oui, il y a des oui. gens, ils ont eu oh la chance que j'ai eu. Bon, vous avez déjà le propriétaire des tours qui vous dit oh la chance, j'étais à un rendez-vous dermato, merci ma chérie C'est de vrai, m'avoir c'est fait un aller à ce rendez-vous. rendez-vous-là. Donc lui, il a un peu masqué tous les autres en fait. Voilà. Et je sais qu'on s'attaque beaucoup à une certaine communauté qui est stigmatisée, mais il faut savoir qu'en fait, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec cette communauté-là, qui étaient aussi au courant, on leur a dit de ne pas y aller. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large encore. Et je pense justement que de s'attaquer toujours à la même communauté vient aussi masquer d'autres choses en fait derrière. Comme d'habitude. Voilà. Morad, oui, tu voulais KG, réagir. D'abord, merci pour tout ce que tu fais et je t'en suis infiniment reconnaissant. Juste un rappel, juste avant le 11 septembre, si mes souvenirs sont bons, Rumsfeld, dans une commission sénatoriale, disait qu'il y avait 2300 milliards de dollars dont on ne savait pas où ils étaient. C'est quand même assez dingue. Et peu de temps après, on a le 11 septembre. Ouais. le 11 septembre. Ça a bien masqué le truc. Vous avez une enquête et le mardi, le jour où les enquêteurs sont dans le Pentagone, dans l'aile, en train de chercher les documents, boum, vous avez quelque chose qui arrive. Et c'est l'attaque contre le Pentagone et bien sûr, les enquêteurs sont morts. Et comme dit Morad, en fait, derrière, ok, les 2300 milliards, on ne sait pas où ils sont. Puis en plus, plus personne n'a demandé en fait derrière, puisque l'humanité est sidérée. Il faut savoir que tout le monde était sidéré. Tout s'est arrêté en fait. Tous les programmes, j'ai des Américains qui m'ont raconté ça, tous les programmes aux États-Unis diffusaient en boucle les images, mais même les programmes pour enfants, parce que vous voyez, même on n'a jamais eu ça. En fait, ils ont dit même aux États-Unis, on n'a jamais eu ça de notre vie. Même les programmes pour enfants, il n'y avait plus de programmes pour enfants, là, les Gulli, Disney, tout. Ils passaient en boucle ça. Imaginez des enfants, ils se retrouvaient devant ces images-là. En France, vous ne pouviez pas rater ça. Oui, pas qu'aux États-Unis. partout. Moi j'avais 8 ans à l'époque, j'étais devant la télé toute la journée, c'était ça en boucle. C'est vrai pas qu'aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. T'étais jeune, toi. Et le gouvernement Bush avait parlé concernant les 2300 milliards. Après, pour trouver une excuse, on parlait de gaspillage. Voilà. Et ce WT7 aussi qui est tombé, qui abritait, je crois, une succursale de quel service américain des renseignements ou je sais plus, mais un service gouvernemental avec toutes les archives évidemment. Ah, le service de la comptabilité du département de la défense. À vérifier, mais j'avais un souvenir comme ça. En tout cas, voilà, c'était pas un bâtiment public, hein, c'était un bâtiment. C'est le service de la comptabilité de la défense américaine. Ouais. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout montre, quoi qu'il arrive, qu'il y a quand même un narratif qui ne tient pas debout et qu'il y a énormément de choses à réclamer en termes de droit de l'information. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait enquêter là-dessus? Parce que tous les débris, toutes ces poussières, elles ont été évacuées. Où est-ce qu'elles ont été stockées? Parce qu'on pourrait peut-être encore faire des prélèvements hein, s'il y avait un endroit où on pourrait récupérer. Je pense que tout a été enterré, tout a été enfoui. En fait, déjà, il y a très peu de. Il reste très peu de matière. Mais il y a une fameuse décharge sur laquelle tu peux retrouver, il y a des éléments et ils empêchent certains prélèvements d'être faits, justement. Alors les familles disent parce qu'ils veulent pas qu'on voit certaines choses, mais en fait, si les gens pouvaient aller dans cette décharge et pourquoi on leur interdit d'y aller, c'est qu'en fait, à ce jour, sur les 3000 morts, vous en avez encore plus de 1000 qui n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont disparu parce qu'ils sont jamais revenus chez eux, mais vous en avez 1000 qui n'ont pas été identifiés. Donc j'invite encore une fois ceux qui croient que les bâtiments sont effondrés à cause des avions ou à cause de bombes. Comment vous expliquez qu'une démolition contrôlée fait disparaître 1000 personnes? Non, ils ont été désintégrés. Ces personnes-là ont subi l'arme à énergie dirigée. Ils ont été poussiérisés. Les traces d'ADN ne sont pas suffisantes pour analyser ces personnes-là. Donc et donc dans les décharges que vous allez retrouver, vous retrouverez rien en fait. Ce que vous retrouvez les gens et ils seront choqués, c'est qu'on va retrouver énormément d'effets personnels. Et donc il y a un problème aussi avec le récit officiel puisqu'on vous dit que c'était un vrai brasier, que les tours se sont effondrées parce qu'il y avait des incendies, que c'était la folie, il faisait super chaud. On vous dit que les incendies ont duré 3 mois. Ah oui? Alors comment ça se fait que je retrouve dans les débris des tonnes de papier, des peluches, des cartes d'accès en plastique? Il y a des familles, on leur a rendu leur porte-monnaie et dans le porte-monnaie, tout était encore intact au niveau papier. Vous voyez? Alors qu'on vous dit à côté de ça, non, mais il faisait super chaud, on a tout fondu, on n'a plus rien. Quoi. Donc c'est ça que les gens verraient. Il y a un problème entre il y a un problème technologique. On voit qu'il y a un problème entre ce qu'on nous a dit au niveau de la chaleur et la réalité. Vous avez beaucoup de gens qui étaient recouverts de poussière qui couraient dans la rue. Il n'y a eu aucun cas de brûlure. Personne n'a été brûlé. La poussière était fraîche. Donc la destruction s'est faite sans chaleur intense. C'est ça qui est bluffant parce que tu te dis comment ils ont pu poussiériser ces tonnes de béton, d'acier, quand on fait le calcul, c'est énorme la quantité d'énergie qu'il a fallu et ils ont fait ça sans chaleur intense. Donc c'est
c'est bien sûr des technologies qui sont dissimulées, mais qui existent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent on ne les connaît pas, ces technologies. Si, elles existent, mais je pense que Charles-Maxence Laillet, il en connaît, parce qu'il a pas mal bossé sur ça, sur ce sujet-là, le thème de l'énergie. Il y a plein de choses qui ont été faites dans les Nexus, il y a des choses qui se font sur tout ce qui est énergie libre, etc. C'est juste que c'est le sujet un peu tabou, puisque l'énergie, ça fait un peu science-fiction, Star Wars. Les gens, ils pensent que c'est des technologies du futur. Non, c'est bien des technologies du présent, voire peut-être même du passé. Parce que on n'a pas de preuves non plus, là, pour l'instant. On a vu l'autre fois les énergies à... là, ce que vous dites, c'est que vous demandez qu'il y ait plus d'enquêtes. En Bulgarie, le soupçon sur les énergies Serbie. C'était en Serbie, ouais. Oui, il y a quelques semaines où on voit cette foule qui se sépare en deux à la suite d'une potentielle utilisation d'armes à énergie dirigée. Aux États-Unis, il y a des démonstrations qui sont faites là-dessus. Ils maîtrisent la technologie. On imagine bien que... Non, mais pour le 11 septembre, ça va être compliqué de savoir réellement. Par contre, là, aujourd'hui, il y a tous les éléments pour demander des nouvelles enquêtes. Je rejoins Romain, c'est effectivement ce qu'on pourrait demander. C'est ça, c'est-à-dire... parce qu'il y en a plein qui me disent « Ok, mais alors elle était où l'arme ?» Et c'est ça que je dis aux gens, ça c'est une théorie. Effectivement, je répète souvent, il faut demander aux commanditaires. Il faut demander une enquête pour savoir où était l'arme et quel type d'arme c'était. Est-ce qu'il y avait un relais avec l'espace, puisqu'on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel? Est-ce que c'était plutôt autour du bâtiment? À quoi sert l'ouragan qui a été détourné? Je rappelle, ça j'en avais pas parlé en conférence, que je voulais pas embrouiller encore les gens. Déjà, je me suis dit, les armes énergie dirigée, ça va être compliqué. C'est quoi cette histoire? Mais si j'avais parlé de l'ouragan Erin qui avait été détourné au dernier moment, le jour même des attentats, je me suis dit, bon là ça va être un peu trop. Détourné, c'est-à-dire par quel moyen? On ne sait pas, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est un ouragan de catégorie 3 qui se dirigeait sur New York depuis 3 jours. D'accord ? Depuis le 7 septembre 2001, il fonçait tout droit sur New York. Il n'y a eu aucune procédure d'évacuation de Manhattan. Le matin des attentats, il a fait un virage à 102 degrés. Voilà. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi il servait. Par contre, ce qui met la puce à l'oreille comme quoi il avait peut-être une utilité ce jour-là, c'est qu'il a été invisibilisé dans les bulletins météo. C'est-à-dire que quand même le pays des ouragans, des tempêtes et tout, qui adore faire des films là-dessus, n'a pas parlé de cet ouragan-là. Les Américains ne sont pas au courant de cet ouragan Erin de 2001 qui fonçait sur New York. Sachant qu'il y a, je crois que c'était en 93, il y a eu un même type d'ouragan qui a foncé et il y a une procédure d'évacuation qui avait été mise en place justement. Parce que sinon, vous inondez. L'ouragan, déjà, inonde l'Hudson, déborde, inonde Manhattan. Enfin, vous pouvez avoir vraiment de gros problèmes. Donc, ils n'ont rien dit. Et il y a des gens qui ont été surpris. C'est que dans la nuit du 10 et du 11, les effets de l'ouragan étaient quand même là. Et il y a des gens qui se sont inquiétés. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé les stations météo pour dire qu'est-ce qui se passe, c'est la tempête. Vous ne nous avez rien dit. Et ils ont rassuré les gens. Et c'est dès le lendemain que les médias ont commencé à parler de cet ouragan-là. Mais je vous dis, ça aussi, c'est des données officielles, parce que l'ouragan Erin, c'est un des ouragans qui a été le plus étudié par la météo américaine, et on voit très bien sa trajectoire et on ne comprend pas pourquoi le jour des attentats il fait demi-tour et ses constantes physiques sont stables. Donc il y a, on dirait, une manipulation, quelque chose d'artificiel dans cette trajectoire. Écoute, c'est passionnant, franchement. Voilà, si je peux partager mon écran en même temps, ceux qui veulent approfondir en anglais le bouquin de Judy Wood, Where Did the Towers Go? Evidence of Direct Free Energy, Free Energy Technology on 9/11. C'est un bouquin qui est sur Amazon à 78 €. Oui, voilà. Ceux qui veulent. Oui, bien sûr, parce que la vérité a un prix. Je pense que... sinon, il y a quelque chose il y a un ami de Judy Wood qui gère les ventes. Okay. Ça s'appelle le site. Vous tapez Check the Evidence. C'est le site d'Andrew Johnson, checktheevidence.com, je pense. Okay. Voilà. Et sur son site, vous pouvez commander le livre de Judy Wood et vous en aurez pour beaucoup moins cher. Bon, allez voir si vous n'avez pas peur de l'anglais. Ceux qui veulent lire en français, en tout cas, l'interview de Kaji dans le numéro 154 et notre dossier dans le numéro 152. Un peu plus court, un peu plus résumé. Tu voulais dire quelque chose avant? Juste que lorsqu'il y a eu l'avènement de la guerre russo-ukrainienne, c'était je ne sais pas si tu l'as vu, Kaji, Poutine a fait une déclaration très sibylline en faisant comprendre qu'il pouvait sortir des documents qu'ils avaient suite au 11 septembre. Et il parlait d'une arme inconnue. Donc c'était quand même assez troublant et c'est bizarre que juste après les Américains ont cherché à négocier avec lui, mais il en a parlé, Poutine en a parlé.
Ouais. Après, je t'avoue, Mourad, dans ce jeu de dupes, Oui. je pense que Poutine sait très bien ce qui s'est passé ce Ah jour-là. oui, mais ils ont les preuves matérielles. Rien parce que, rien que le mémorial offert aux victimes rappelle un peu cette, on va dire, technologie utilisée. Donc, on a affaire à des personnes voilà, qui sont un peu dans la confidence et qui se tiennent un petit peu en mode, voilà, comme tu dis, voilà, ils se provoquent un peu, genre on peut révéler des choses, on sait ce que vous avez fait, on peut vous menacer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un peu comme quand la Russie avait eu la Coupe du Monde de football. Et que les Américains commençaient à dire qu'il y avait des soupçons de fraude, et il y avait Poutine qui avait dit bon, vous nous laissez tranquille ou on va balancer des choses sur l'émission Apollo. Il y avait un article comme ça, Poutine menace de divulguer des choses sur l'émission Apollo, juste quand les Américains ont commencé à parler de la corruption en termes au niveau de l'attribution de la Coupe du Monde de foot. Je vous ai juste envoyé par mail, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. Pour la conférence, j'allais te dire, voilà, avant. Ouais. Alors, du coup. Ça serait gentil. Alors, pour Paris, c'est la semaine prochaine, mais on est complet, donc celui de tout à l'heure, c'est pas important. Par contre, celle de Castres, à côté de Castres. Alors on a la fiche, donc on va la partager tout de suite. Ah, c'est gentil. 11 septembre et Covid-19, voilà. Samedi 7 juin à 15h. Voilà, donc Reza. En tout petit, il y a marqué, donc il y a marqué réservation conférence 81 @gmail.com. Donc réservation conférence en lettres. Voilà. Merci Marc, c'est super gentil. Comme ça, les gens pourront. Voilà, l'organisatrice est top, elle a déjà invité pas mal de monde et elle me fait confiance pour cette date. J'espère qu'il y aura du monde et vous êtes tous les bienvenus. Et je remercie Nexus d'avoir fait de la pub à Judy Wood, pas à moi, parce que moi je m'en fiche, mais c'était super de voir les travaux de Judy Wood qui ressortent. Et puis pourquoi pas se retrouver pour Nexus, se refaire une émission. Avec grand plaisir, on approfondira avec toi, j'espère très très vite, on prendra le temps. En tout cas, merci beaucoup Kaji pour tout ce que tu fais et puis bon courage pour la suite. On te retrouve très bientôt. Très bonne fin de soirée à tous. Salut à toi. Merci. C'est très drôle aussi le réacteur qui a été retrouvé, le réacteur d'un des avions qui aurait été retrouvé mais trop loin de la zone. C'est impossible que... Chez Boeing. Ah regardez, on a un réacteur. Et qu'en plus certains experts regardent et puis disent mais ça correspond pas du tout au réacteur au moteur qui était utilisé sur les Boeing. Donc, il y a beaucoup d'anomalies bizarres. Effectivement. Est-ce que